Tous. Merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir invités à cette réunion du Club Génération Responsable. On est toujours ravis d'être ici et de venir participer avec vous. Donc, effectivement, pour nous, l'objectif, ça va être de vous présenter des éléments sur la stratégie RSE, le reporting RSE, et aussi de faire une petite page sur les ODD assez rapidement pour présenter ça dans les grandes lignes. Et donc, on est deux de notre côté chez nous aujourd'hui. Donc, moi, Lancelot Boiteux, enchanté. Donc, je suis le spécialiste retail chez Deepkey, responsable du retail et de tout ce qu'on appelle les occupants chez nous, c'est-à-dire fondamentalement toutes les personnes qui occupent des locaux, que ce soit des bureaux, des boutiques, etc. À la différence du real estate, qui ont des enjeux en tant que propriétaires. Ce sont les deux grands types de clients. Et je suis accompagné de Bruno. Bonjour, Bruno Blavier, je suis senior manager dans l'équipe conseil de Dipti et j'accompagne nos clients déjà dans la mise en place de notre plateforme et la collecte de leurs données et dans la valorisation de ces données pour piloter leur démarche RSE. Donc voilà, et aujourd'hui, donc le sujet finalement de tous les aspects RSE ou ESG, en fait, dont on va parler aujourd'hui, se mettent effectivement dans un cadre plus grand qui est évidemment le développement durable. Et donc aujourd'hui, on voit que le développement durable devient une priorité absolue à l'échelle mondiale. On en parle tous les jours, la COP26 a lieu dans quelques jours. Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est que la RSE aujourd'hui, donc les entreprises sont de plus en plus sollicitées sur ces sujets-là, et notamment via des critères ESG. ESG, entendre environnement, social et gouvernance, c'est les trois piliers du développement durable. Et aujourd'hui, c'est un terme qu'on voit de plus en plus dans le monde financier, l'ESG, à la différence de la RSE. Et finalement, finalement aujourd'hui, donc, l'ESG et la RSE deviennent des enjeux qui deviennent assez importants pour les entreprises, puisqu'en fait, ces enjeux-là sont trustés par finalement beaucoup d'enjeux qui sont poussés par des institutions publiques et par le législateur et qui amènent en fait les entreprises à se positionner sur ces sujets-là, notamment via des actions et du reporting pour reporter sur ces actions-là. Donc en France, historiquement, c'est quelque chose qui est assez connu, hein, puisque le Grenelle 1 et le Grenelle 2 datent de 2007 pour la première version. Donc depuis ces dates-là, en fait, on commence à parler de reporting développement durable sur certains enjeux, euh, sur ces enjeux-là. Il y a la loi pour la transition énergétique et la croissance verte qui est venue apporter davantage d'enjeux sur ce sujet. Et enfin, la loi Pacte qui a demandé aux entreprises de se structurer sur ces enjeux-là et qui venait en fait justement mettre les enjeux extra-financiers au cœur des enjeux de l'entreprise. Et la loi Pacte a été, je pense que vous l'avez tous traité, hein, mais était un gros sujet pour beaucoup d'entreprises sur ces enjeux de reporting. Et, euh, et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui arriver finalement sur d'autres types de réglementations, donc il y a le fameux décret tertiaire dont on a déjà discuté ici au Club Génération Responsable, qui en fait vient toucher le monde de l'immobilier. Et ce qui est intéressant avec le décret tertiaire, c'est qu'en fait, c'est une directive européenne. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas une loi en fait, qui est issue de la France, c'est une directive européenne à l'origine et qui en fait se traduit dans chaque pays via sa propre loi ou son propre décret. Donc, en France, ça s'appelle le décret tertiaire. Au Royaume-Uni, ça s'appelle le MEES. Ou aux Pays-Bas, ça s'appelle le décret sur la construction. Et on voit que du coup, l'Union européenne commence à venir légiférer et imposer des réglementations sur tous ces enjeux-là. La comptabilité carbone est un sujet qui arrive aussi sur la table et donc ça ne concerne pas toutes les entreprises. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en parallèle de ça, les investisseurs aujourd'hui demandent des cadres standardisés qui vont leur permettre de comparer les entreprises pour orienter leurs investissements et mettre une note. Donc, on va avoir des agences de notation comme Vigeo Iris, par exemple, ou encore des index qui vont permettre de classer des entreprises et qui vont pouvoir finalement permettre à des investisseurs de mettre
de l'argent, hein, concrètement d'investir dans une entreprise en fonction d'un score sur l'index. Et ça, c'est typiquement l'index FTSE for Good, par exemple, le Dow Jones Sustainable Index ou encore le Carbon Disclosure Project qui, lui, a vraiment une vision extrêmement carbone et CO2. Et finalement, dans un contexte où du coup les enjeux deviennent de plus en plus normés, c'est-à-dire avec des réglementations normées et avec des investisseurs qui demandent une vision assez normée d'un reporting pour pouvoir comparer les entreprises, en fait, les standards de communication aujourd'hui se normalisent pour communiquer dans le monde de la RSE. Et en fait, on a beaucoup finalement de manières de reporter qui viennent du coup structurer l'approche des entreprises. Donc, historiquement, on va avoir plusieurs tendances. On va avoir le Global Compact, que vous allez voir le 23 novembre, par exemple. Le GRI et Integrated Reporting, qui sont des standards de reporting développement durable, qui sont dédiés aux entreprises et dont l'intérêt, en fait, c'est de permettre de donner un canevas, une structure, un reporting développement durable pour rien oublier, c'est-à-dire s'assurer qu'on traite l'ensemble de ces enjeux. Et en termes de développement durable, on parle des enjeux matériels, c'est-à-dire qui dépendent d'une matrice de matérialité qui sont les enjeux de votre entreprise. Et le GRI et Integrated Reporting, IR, ont aussi l'intérêt qui, en fait, ils permettent de aussi correspondre aux principes et aux formats qui sont ceux du Global Compact, le format de l'OCDE et celui des Nations Unies. Et récemment, on a eu du coup les objectifs de développement durable, les ODD, qui ont été publiés par les Nations Unies et qui ont un intérêt, c'est qu'ils ont une vision très universaliste, et c'est-à-dire que ça ne va pas du tout s'adresser que à des entreprises, mais aussi à des gouvernements, par exemple. Et donc, dans ce contexte-là, on a en fait finalement un nouveau standard de communication qui sont les objectifs de développement durable. Et nous, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les entreprises se sont quand même structurées sur des outils dédiés aux entreprises, comme le GRI, par exemple, ou comme Integrated Reporting. Et finalement, historiquement, c'est ça qui était là en premier. Et finalement, ils viennent coller à ça des objectifs du développement durable, dans le sens où le GRI traite l'ensemble des sujets matériels pour votre entreprise. Et ensuite, on va venir traiter ça avec des objectifs de développement durable. Et finalement, c'est un standard de plus de communication pour pouvoir en fait communiquer sur l'ensemble de ces enjeux de son entreprise et pouvoir les comparer et les mettre dans des cases, c'est-à-dire je suis dans la bonne case de mes objectifs développement durable. Je traite les sujets tels que la vie marine, la faune et la flore, la biodiversité ou des objectifs plutôt sociaux ou plutôt économiques. Et donc, pour continuer finalement sur… déjà, premièrement, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? N'hésitez pas à envoyer ça dans le chat. Hein. Alors, non, mais pardon, je vais continuer. Et donc, du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on voit… Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit sur ces enjeux-là, c'est deux grands sujets, et ça vient du monde de la finance. Et donc, c'est des entreprises que nous, on suit très près, donc des investisseurs, même donc, si vous ne les connaissez pas, par exemple BlackRock, qui est vraiment une grande entreprise de la finance américaine et qui a vraiment une vision absolument capitaliste de tout et qui aujourd'hui, en fait, dit deux choses. BlackRock dit, en fait, les entreprises éco-responsables et qui répondent à des critères ESG vont prospérer, puisque c'est en fait face à la taille des enjeux qui sont devant nous, finalement, en fait, la finance va suivre et en fait, ces entreprises-là vont répondre à différents enjeux, autant que ceux de la finance que ceux de leurs consommateurs, pour augmenter leurs chiffres, baisser leurs coûts, absorber des contraintes réglementaires que vous avez vues se multiplient, avoir des investissements plus intéressants, avoir un actionnariat de long terme, par exemple, et voilà, sur d'autres sujets. Et les autres vont plutôt avoir tendance à péricliter, puisque typiquement, les enjeux vont venir, en fait, si les entreprises qui ne s'adapteront pas, ça va être des enjeux assez importants pour ces entreprises qui auront du mal à survivre dans les décennies à venir. Une fois qu'on a dit ça,
une vraie question se pose. C'est finalement, oui, il va falloir parler de l'ensemble de ces sujets développement durable. Oui, il va falloir reporter, mais il y a un nombre de contraintes réglementaires qui sont différentes, avec des périmètres différents au niveau du pays, au niveau des enjeux, au niveau du groupe, typiquement, ou typiquement, comment est-ce que tout simplement j'ai cette information-là. Et donc, c'est tout l'enjeu en fait, d'un reporting extra-financier. Et nous, aujourd'hui, c'est pour ça que on est ici aujourd'hui. On remercie le Club Génération Responsable de nous avoir invités. Donc, en fait, DIP, qui est aujourd'hui leader de la transition ESG et sur des sujets de décarbonisation dans l'immobilier. Et on accélère donc nos clients dans la transition net zéro carbone. Et donc, aujourd'hui, nous, notre analyse sur ces sujets-là, c'est que fondamentalement, tous ces enjeux-là sont premièrement liés à un enjeu de données, de data, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'information. L'information sur les enjeux extra-financiers, quels qu'ils soient, elle est quelque part. Il faut y avoir accès pour ensuite entrer dans une phase d'analyse, comprendre ces indicateurs et pour ensuite pouvoir mettre en place des actions. Ça va tout simplement être typiquement, numéro un, des objectifs. Quel est mon objectif 2030, 2025, 2050 et quelles vont être finalement, sur la partie impact, les actions que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est un cycle dans le sens où aujourd'hui, ces enjeux-là, c'est des enjeux d'amélioration continue. Et on va systématiquement revenir à l'enjeu de données, de data, pour en fait continuer à s'améliorer sur l'ensemble de ces indicateurs de développement durable. Et donc, finalement, aujourd'hui, nous, ce qu'on analyse, c'est que vous avez des données déjà existantes sur l'ensemble de ces sujets RSE. Et le sujet numéro un, c'est se faciliter avec cette information-là pour vous, pour vos équipes et pour vos parties prenantes. C'est l'enjeu numéro un, c'est d'avoir accès à cette information. De deux, de se mettre en conformité sur l'ensemble de ces enjeux et limiter le stress. Le stress pour les équipes RSE, mais aussi plus globalement pour les entreprises, puisqu'on n'a pas envie d'être en non-conformité sur des enjeux réglementaires ou sur des enjeux finalement RSE. Et in fine, l'objectif, c'est bien de valoriser la performance extra-financière de votre entreprise grâce à ces indicateurs-là. Donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui, il est en trois grands points. Le premier, c'est comment mettre en place une méthodologie data en 6 étapes pour mettre en place un reporting développement durable. Le point numéro 2, ce sera le retour d'expérience de Mercialis, qui sera présenté par Bruno. Mercialis sont les galeries marchandes du groupe Casino. C'est plusieurs milliers de boutiques en France sur l'ensemble du territoire. Et donc, ils travaillent avec nous pour justement mettre en place un reporting extra-financier sur des enjeux des ODD aussi. Et enfin, on terminera par quelques mots sur DIP. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc Bruno les lira ou moi je les lirai et on y répondra dans la troisième partie. Ou en cours de route, si c'est parti. Donc du coup, sur une méthodologie data, pour mettre en place finalement une collecte de données ESG, mais en fait, il faut être extrêmement méthodique pour finalement accéder à l'ensemble de ces informations et prendre les bonnes décisions. Sur ce sujet-là, il y a un prérequis, c'est d'avoir commencé sa démarche de développement durable et d'avoir défini ces enjeux qui sont matériels, c'est-à-dire quels sont les enjeux pertinents pour moi en tant qu'entreprise. Et c'est-à-dire que si on compare deux groupes comme typiquement Michelin, qui est un industriel, ou un Kiloutou, qui est un retailer, et en fait, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux développement durable, et donc du coup, ce n'est pas les mêmes choses qu'on veut mesurer. Donc en fait, la première étape, c'est une matrice de matérialité, pour en fait, définir ces enjeux qu'on appelle matériels. Et une fois qu'on a mis fait ça en place, eh bien, il faut commencer à se demander de quelles informations j'ai besoin pour répondre à mes objectifs et pour commencer à reporter sur ces sujets-là. La question qui se pose tout de suite après, c'est quelles sont ces sources de ces informations? Est-ce que je les ai déjà dans mon logiciel RH? Est-ce que je les ai déjà sur l'énergie ou l'environnement chez mon fournisseur d'énergie? Sur les déchets, par exemple, est-ce que mon fournisseur de déchets me transmet ce genre d'informations?
Et finalement, il faut poser ces questions-là sur l'ensemble de ces sujets, environnement, social et aussi de gouvernance. Et la question qui se pose ensuite, c'est est-ce que j'ai le droit de connecter cette donnée-là? Alors, parce que des fois, il peut y avoir des enjeux de sensibilité de la donnée, que ce soit des données du coup sociales ou environnementales. On n'a pas toujours accès à la donnée. Il faut demander le droit à quelqu'un. Ça peut être un sujet. Et enfin, quelle est la méthode de collecte la plus pertinente? Dans le sens où aujourd'hui, il y a différents types de collecte, automatique, semi-automatique ou encore manuelle, en sachant qu'il faut privilégier au maximum finalement l'automatisation pour faire gagner du temps aux équipes développement durable, pour gagner en fiabilité. Et, euh, et la collecte manuelle est pertinente parce que finalement, des fois, il n'y a pas d'autre moyen de obtenir la donnée, en sachant qu'on va aller au point de détail souvent d'un magasin ou d'un bâtiment, d'un site sur lesquels on va avoir un référent sur l'ensemble de ces enjeux développement durable. Et enfin, la question 5 à la fin, est-ce que mes données sont celles complètes et elles sont fiables? Ça, c'est une fois qu'on a mis en place ce reporting, avant publication. C'est tout l'enjeu, finalement, avant publication de ces enjeux-là. C'est est-ce qu'on a une complétude et une fiabilisation de la donnée sur laquelle on est sûr et sur laquelle on peut communiquer de manière publique, du coup, à tout le monde. Je vous propose de passer au retour d'expérience de Mercialis. Bruno, je te donne la main. Entendu, en avant. Alors, Mercialis est une foncière d'immobilier commercial que Dicty accompagne depuis plusieurs années. Étant dans le domaine du retail, c'est particulièrement pertinent pour notre cercle d'aujourd'hui. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a environ une cinquantaine d'immeubles partout en France. Donc, ça fait effectivement plusieurs centaines de boutiques. Et voilà, Mercialis fait notamment un reporting GRESE sur lequel il obtient régulièrement d'excellentes notes. Par exemple 90 sur 100 en 2019. Et ça, c'est notamment permis par l'utilisation de la plateforme Dipti. Alors, les objectifs de Mercialis, quels étaient-ils? En fait, Mercialis, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, a décidé de mettre des actions en face des différents objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc, c'est ce qui s'appelle les chantiers sur la première colonne, qu'ils soient environnementaux en vert, sociétaux en bleu ou sociaux en rouge. Et en face de ces chantiers, il y a dans la colonne du milieu un certain nombre d'objectifs que s'est fixé Mercialis. Donc, pour atteindre ces objectifs, l'idée, c'est déjà de savoir où on en est, donc de faire du reporting. Et donc, l'un des objectifs de l'utilisation de la plateforme Dipti, c'était de faciliter le reporting. C'était également d'être en mesure de répondre aux questions des différentes parties prenantes. Donc, on entend par ça les collaborateurs, les actionnaires, les gens qui prennent des décisions aux différents étages de l'entreprise, le grand public, les auditeurs. Bref, d'avoir à tout moment une donnée disponible et surtout de pouvoir faire des filtres, des extractions, sortir des indicateurs à la bonne échelle pour répondre à la question, puisque en fait, quand on a un reporting figé, généralement, on est un peu embêté quand la question n'est pas exactement sur le périmètre sur lequel on a fait le reporting. Donc, vous allez voir ensuite un certain nombre de copies d'écran qu'on a fait de la plateforme d'outils qui vous permettront de comprendre la puissance de l'outil. Voilà. Et au-delà du reporting, tout l'intérêt d'une plateforme où on centralise toutes nos données ESG et notre démarche RSE, c'est de pouvoir l'utiliser pour piloter cette démarche et pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir, il est possible d'identifier par exemple les immeubles ou les sites les moins performants, de voir sur quels indicateurs on est les meilleurs et ceux sur lesquels on est les moins bons, et donc partant de là, de décider d'orienter l'action. Avant d'utiliser Dipti Ready, Mercialis utilisait une autre plateforme qui avait plusieurs désavantages. D'une part, elle s'interfaçait mal à d'autres solutions, alors que Dipti Ready non seulement arrive à collecter de la donnée de manière
automatisé par différents canaux, comme on le verra, mais aussi permet des exports facilités, donc il y a une grande interopérabilité. Un outil qui était peu évolutif et puis un reporting qui était figé, donc notamment par exemple sur les données de consommation ou de fréquentation de magasins, il n'était pas possible d'avoir des données sur une périodicité mensuelle qui était ce que souhaitait Mercialis comme degré de finesse. Et suite à l'installation et à l'utilisation de la plateforme Dicty-Ready, le retour d'expérience est le suivant. Bon, on verra plus tard, il y a une satisfaction totale de Mercialis sur plusieurs aspects, mais d'abord revenons sur les différentes étapes du projet. Déjà, ce qui a été fait, c'est que tout l'historique de consommation d'énergie, d'eau, de déchets a été rapatrié sur la plateforme Dicty-Ready en parallèle de l'exécution du reporting pour l'année en cours. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la plateforme permet à la fois de faire ce qui est du courant et ce qui est du récurrent, et de se lancer dans des chantiers plus importants comme de récupérer des données d'historique. Par ailleurs, effectivement, comme disait Lancelot, quand on possède ou quand on a accès à beaucoup de données, un des grands enjeux, c'est que les gens puissent se concentrer sur la stratégie et pas sur la collecte de données elle-même. Donc, c'est pour ça que Dicty-Ready est intéressant, parce qu'il permet d'automatiser une grande partie de la collecte. Donc, soit pour ce qui est des données de consommation, en se connectant directement à des espaces clients, en téléchargeant des factures, en les lisant, en les interprétant, soit en faisant la même chose en accédant à des compteurs. Mais également, il est possible de se connecter au système informatique du client et de récupérer, par exemple, les données de fréquentation de magasins ou autres. Il y a, pour la partie manuelle, la possibilité de standardiser des formulaires. Donc, c'est ce qui a été fait pour les données sociétales et sociales de Mercialis. Mais le fait que les formulaires soient standardisés permet aussi d'importer des données en masse, c'est-à-dire que si on définit dans un fichier Excel les champs tels qu'ils sont dans le formulaire, on n'a pas besoin de saisir l'ensemble des données manuellement dans la plateforme. Donc là aussi, un gain de temps, et puis surtout une assurance de fiabilité, puisqu'en fait, en imposant ce format, on se pose les bonnes questions au départ, et ensuite, on a dans la plateforme des outils qui permettent de détecter les éventuels troubles, les éventuelles incohérences. Voilà. Ce que Mercialis a souhaité faire, c'est aussi créer une chaîne de validation des données au sein même de la plateforme Dicty-Ready, de manière à ce que on n'utilise pas d'outils en parallèle. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les données sont importées, elles sont vérifiées par une personne qui a un certain niveau de validation, elles sont ensuite validées à un deuxième niveau, et seulement une fois que c'est fait, on peut considérer que ces données sont fiables, et elles peuvent être exportées, partagées par exemple à des auditeurs ou au public, etc. Bien sûr, tout ça nécessite de la formation des utilisateurs, et c'est ce qu'assure Dicty, et également un support avec un traitement des tickets qui est généralement très court, sauf quand il y a un enjeu de développement, et dans ce cas-là, on y fait face, mais en tout cas, ça fait vraiment partie de l'utilisation de cette plateforme. Alors concrètement, ce qu'on voit quand on utilise Dicty-Ready, c'est que si on est le décisionnaire central, on a un dashboard, un tableau de bord avec une vision consolidée globale de notre parc immobilier et de ses différents indicateurs de performance. Donc, ce qu'on voit en bas, par exemple, ce sont les indicateurs relatifs à la consommation d'électricité, de gaz, de chauffage urbain, l'émission de déchets. On a aussi des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3, avec la possibilité de configurer les facteurs d'émission selon ce qu'on souhaite faire. On suit aussi, parce qu'on parlait d'autorisation d'accès à la donnée,
le progrès qu'on fait ou l'état d'avancement sur la récupération des mandats, par exemple, pour se connecter à des espaces clients. Voilà, et un certain nombre d'autres indicateurs. En tout cas, ce genre de tableau de bord est totalement personnalisable aux besoins de l'entreprise utilisatrice. On a aussi, au-delà de cette vision centralisée, la possibilité de, comme je le disais tout à l'heure, de totalement configurer à chaque périmètre qui nous intéresse et selon les besoins, le reporting. Donc, en gros, si on est un responsable de région, si on est un responsable de business unit, de filiale, on peut, pourvu qu'on ait configuré le parc au sein de la plateforme de cette manière, accéder à ces indicateurs, comme on le voit par exemple en dessous, l'énergie en énergie finale ou primaire, l'intensité en mètres carrés, etc. Sachant que dans la feature indicateur, et ça c'est un travail en début de mission, mais aussi au fil de l'eau, on définit et on configure les indicateurs dont on a besoin concrètement pour piloter notre démarche RSE. Et on peut descendre jusqu'à chaque site, donc jusqu'à chaque magasin dans votre cas. Et ça peut être très utile pour le responsable de magasin lui-même. Pourquoi pas pour lancer aussi on va dire par exemple une saine compétition entre les responsables de magasin, ou en tout cas un challenge pour voir comment on pourrait concrètement s'améliorer sur les consommations. Mais ça peut aussi être un outil de décision si des actifs sont structurellement très performants ou moins performants. Ça permet de le voir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a… en fait, ça permet de raffiner notre analyse. Donc, le bilan pour Mercialys, ça a été déjà la fiabilisation de ces indicateurs RSE. Il y a quand même une possibilité d'erreur qui se réduit nettement quand on compare à l'utilisation de tableaux Excel ou l'utilisation de plateformes qui ne permettent pas d'avoir vraiment des fonctionnalités de détection d'erreurs, de validation de données, etc. C'est une collecte principalement automatique des données et, comme on l'a vu, la possibilité d'y accéder à plein d'échelles différentes et de sortir des indicateurs personnalisés. Et puis, c'est aussi et surtout l'engagement des équipes, c'est-à-dire que la plateforme est finalement le lieu central qui permet d'animer la démarche et donc de faire en sorte que voilà, qu'on puisse parler des mêmes choses. Voilà. Et concrètement, quand on parle d'animation, on voit qu'on peut également sortir des visualisations qui sont intéressantes. Typiquement, là, sur la partie gauche, sur un immeuble en particulier, on peut suivre un score RSE qui serait un indicateur agrégé qu'on peut tout à fait configurer en fonction des besoins du client. Et donc, suivre immeuble par immeuble la performance. Suivre aussi le score RSE selon les grands objets qu'on suit au sein de la politique RSE. Donc là, que ce soit les indicateurs, par exemple, d'accessibilité, de performance énergétique, de biodiversité et autres. Voilà. Donc, écoutez, c'était notre présentation sur le cas Mercialys. Si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas. On pourra peut-être en prendre aussi à la fin, en fonction. Sinon, moi, quelques petites questions plus génériques, généralistes sur le sujet. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être qui sont les obligés pour réaliser des reportings RSE? Alors, ça va dépendre finalement de chacune des réglementations que j'ai citées au début. C'est-à-dire que le Grenelle va cibler un certain nombre d'entreprises, la loi Pacte va cibler un certain nombre d'entreprises. Et en fait, à chaque fois, vous avez typiquement des obligations en termes de nombre de collaborateurs et de taille de chiffre d'affaires qui font que la réglementation ne touche pas tout le monde pareil.
Et donc ça, il faut regarder sur ces enjeux-là. Est-ce que mon entreprise est concernée par ces obligations-là d'un point de vue réglementaire? Donc ça, c'est franco-français pour le moment, sur la loi Pacte, sur le Grenelle. Et ensuite, et typiquement, après, il y a différents enjeux, comme on a vu, hein, il y a le décret tertiaire qui va être très immobilier et qui va venir concerner que des bâtiments qui ont des sujets, c'est qui font plus de 1000 mètres carrés dans un ensemble, etc., etc. Donc finalement, il y a différents types de cas où on est assujetti à ce genre de reporting pour différents enjeux. Et en revanche, sur les standards de reporting internationaux qu'on a vus, hein, Vigeo Eiris, les agences de notation comme les index, comme le FTSE for Good, par exemple, ou le Dow Jones Sustainability, ça, c'est purement volontaire et c'est dans une démarche avec plutôt un investissement actionnarial sur est-ce que je veux avoir une note sur ce genre de plateforme pour attirer un actionnariat qui est un peu différent qu'un actionnariat court-termiste. Oui, c'est ça. Les objectifs de reporting extra-financier qui s'appliquent à vos entreprises respectives, en tout cas les obligations pardon, de reporting extra-financier, vous les connaissez, elles ne sont pas nécessairement spécifiques à l'immobilier, à la partie immobilière de votre business, mais en tout cas, en tant qu'entreprise de retail, la partie immobilière du reporting est probablement prépondérante. Et c'est là que l'utilisation de DeepTidy comme plateforme de centralisation de ce reporting peut être intéressante. Et par ailleurs, les démarches volontaires telles que le GRESB ont tendance à être des avant-goûts de quelque chose qui peut devenir obligatoire. Typiquement, dans le monde financier, aujourd'hui, la SFDR, donc, qui ne vous concerne pas, mais qui est une obligation de publication sur certains produits ou sur certains fonds, est très rapidement devenu obligatoire. Et en fait, c'est la tendance de fond. Donc, il est intéressant d'anticiper ce genre de tendance. Et alors, pour vous donner un peu de contexte, le GRESB, c'est une note de comparaison dédiée au monde de l'immobilier. Donc ça, c'est quelque chose, donc c'est quand on est propriétaire immobilier et on va se comparer, comme typiquement on a le Carbon Disclosure Project, où on va avoir une sorte de note, on peut se comparer à d'autres entreprises sur des sujets de gaz à effet de serre. Le GRESB, c'est une note sur des indicateurs développement durable pour des propriétaires immobiliers. Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose sur lequel, en général, vous n'êtes pas concerné, parce que ça concerne surtout le monde de l'immobilier. Je crois qu'il y a une question qui a été posée dans le chat. Alors, y a-t-il un autre moyen que les factures et les espaces clients pour récupérer la consommation énergétique des sites? Exemple, installation de meter reader. Alors oui. Donc la lecture de compteurs fait aussi partie des moyens de récupérer de la donnée. Généralement, le ANMA est moins fine qu'en se connectant à des espaces clients, mais ça peut être une bonne alternative. Et il est aussi possible, par exemple, sur les données historiques, de les importer en masse via des fichiers standardisés. En fait, il y a deux sujets donc, évidemment qu'il y a d'autres moyens que la facture d'énergie pour aller chercher ces consommations d'énergie, hein, sur la partie donc, électricité, gaz ou autre. Donc là, on parle vraiment d'énergie. On parle du métier historique de DeepKey qui est de faire de la collecte en masse de données énergétiques dans le monde de l'immobilier. Et donc, il y a historiquement les factures. Maintenant qu'on a des compteurs communicants, il y a les compteurs communicants d'Enedis. En général, c'est des Linky sur lesquels on peut aller aussi collecter de la donnée assez fiable. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et ensuite, il y a d'autres solutions de comptage. Et en fait, l'unique sujet aujourd'hui sur ces solutions de comptage, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire. Ça, c'est un peu le sujet central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on discute d'un reporting développement durable. Un reporting développement durable, en général, c'est une fois par an ou maximum par trimestre. Et finalement, en tout cas sur la notion de reporting, si on veut juste déclarer cette information-là, on ne va pas avoir besoin de l'information au niveau d'un compteur de sous-comptage installé sur votre site qui va être extrêmement granulaire et très très précise, qui a des intérêts, mais pas pour un reporting annuel, dans le sens où
Finalement, ça va coûter cher, hein, c'est un investissement de mettre ce genre d'outils. Et tout ça pour avoir une donnée annuelle consolidée, finalement, ça ne vaut pas vraiment le coup. Mieux vaut avoir des factures, en fait, de la data déjà existante. Ouais, quelques petits compléments sur ce sujet des objets connectés. Alors, oui, pour compléter ma première réponse, il est totalement possible de se connecter à des compteurs, y compris des compteurs qui ne sont pas des compteurs de concessionnaires de réseau, c'est-à-dire notamment des compteurs qui sont dans des GTB. Ça, c'est quelque chose que Dipkey sait faire. Mais effectivement, pour rebondir sur la réponse de Lancelot, ce n'est pas indispensable et ce n'est pas nécessaire d'installer des compteurs connectés sur son parc. Et donc, s'ils sont présents et qu'ils ont un intérêt pour l'entreprise, on sait s'y connecter. S'ils ne sont pas présents, ce n'est pas un prérequis. Et la philosophie de Dipkey a toujours été celle-ci, qui était de dire, il y a déjà beaucoup de données existantes, déjà collectons et valorisons ces données-là avant de penser à IoT, objets connectés, parce qu'en fait, tout ce domaine qu'on appelle de la ville intelligente ou de l'immeuble intelligent, ça peut passer par beaucoup d'investissements. C'est probablement des projets qui peuvent être très intéressants sur certains équipements critiques, mais c'est en tout cas pas du tout un prérequis. Et par ailleurs, les connecteurs que développe Dipkey ne sont pas du tout restreints à la France. Nous, on collecte des données sur 38 pays actuellement, y compris dans des géographies où il y a beaucoup plus d'opérateurs qu'en France, par exemple en Allemagne. Et cette capacité à automatiser la collecte de données auprès d'acteurs divers, c'est l'une des forces de la plateforme. Ouais. Donc la réponse à cette question, c'est c'est oui, c'est possible. Il y a d'autres moyens, mais il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée-là. Parce que derrière, il y a des coûts qui sont associés. N'hésitez pas si vous avez une autre question, je vous écoute. Ou des retours d'expérience? Est-ce que vous avez aussi des bonnes pratiques que vous avez réalisées sur vos reportings RSE que vous souhaitez partager? Je ne sais pas si Justine ou Frédéric, vous avez des choses que vous pouvez partager sur ce sujet? En tout cas, nous, de notre côté, hein, aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement sur ces reportings, c'est qu'il y a deux choses. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui sur ces reportings-là, c'est que il faut bien définir en fait comment. En fait, les premières étapes de la partie data, les 6 étapes sont extrêmement importantes pour savoir qu'est-ce qu'on va mesurer et mettre en place quelque chose de pérenne. Et donc aujourd'hui, on va accompagner donc beaucoup de clients sur ces enjeux, plus de 250 au total. Plus de 250 clients, ça fait 400 millions de mètres carrés d'immobilier pour avoir un ordre d'idée. Et parmi des membres du club Génération Responsable, comme Kiloutou, les Mousquetaires, But, Yves Rocher, Truffaut et Picard, qui font partie de ce club-là. Et nous, ce qu'on a vu qui est essentiel finalement ce qui est essentiel dans cette collecte de données RSE, c'est finalement l'animation de cette démarche et animer ces équipes. C'est-à-dire que vous allez avoir une stratégie data, c'est-à-dire, bon, ça, je peux l'avoir en automatique, typiquement l'énergie. Ça, je peux l'avoir en automatique, typiquement mes données RH que j'ai dans un logiciel SIRH déjà existant. En revanche, ces données-là, il va falloir que je les demande à mes collaborateurs sur site, à mon référent qualité, sécurité, environnement ou autre, qui va me faire un reporting annuel. Et finalement, il y a un enjeu central qui est sur l'animation de cette collecte pour deux choses. Un, pour réussir à collecter de la donnée. Donc, il faut engager ces équipes dans ce sujet-là. Et deux aussi, pour continuer à le faire au fil de l'eau et pour valoriser la partie action, nous, ce qu'on voit, c'est chez un client qui est finalement chez deux clients, chez Truffaut notamment, ou encore chez Clépierre, qui sont des propriétaires pareil, de centres commerciaux et galeries marchandes, qui ont vraiment eu cette notion de benchmark au sein de la même entreprise, de en fait comparer l'ensemble des magasins et des personnes qui reportaient, les comparer entre eux dans une vision un peu gamifiée, c'est-à-dire on joue plus qu'autre chose. L'idée, c'est de valoriser ceux qui, premièrement, remplissaient, avaient un excellent taux de fiabilisation,
et ensuite ceux qui avaient fait les meilleurs efforts pendant l'année. Et ça, finalement, ça anime toute une démarche et ça permet d'avoir des collaborateurs qui sont finalement engagés là-dedans et qui vont rentrer la donnée et qui vont ensuite prendre des actions correctives pour améliorer ces chiffres. Et finalement, moi, un peu le meilleur exemple que j'ai, c'est Clépierre qui est revenu vers nous pour faire une vidéo avec le marketing sur ces sujets-là. Et donc, en fait, Clépierre, vous pouvez les voir sur YouTube, on a une vidéo avec eux, Clépierre et DeepKey, et c'est en fait à la demande de Clépierre qui en fait a réussi à vraiment engager ses équipes là-dessus. Un petit mot pour la fin, pour DeepKey, encore une autre certification B Corp. Donc, on est certifié B Corp, qui est un standard aujourd'hui des certifications sur les entreprises à mission. Donc, on est un peu dans la même chose que la loi Pacte, entre guillemets, c'est assez difficile à obtenir. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, tous les sujets environnementaux sur lesquels on parle, RSE, ESG, on les applique aussi à nous-mêmes. Et ça fait totalement partie finalement, de l'ensemble des collaborateurs DeepKey qui sont globalement, je vous confirme, assez engagés sur l'ensemble de ces sujets. Et donc voilà, aujourd'hui, DeepKey, c'est des bureaux partout en Europe. C'est plus de 38 pays dans lesquels on opère. On a 5 bureaux aujourd'hui en France, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Allemagne. Plus de 250 clients et plus de 400 millions de mètres carrés surveillés. Et finalement, pour le mot de la fin, je laisserai peut-être Bruno dire un autre mot de la fin. Et répondre à une question, parce qu'on en a une. Ah, bah, super, on a une question. Mais voilà, les grands enjeux devant nous, finalement, c'est sur ce reporting RSE-là, c'est qu'on a l'enjeu développement durable où je pense qu'on est qu'avec des convaincus et c'est quelque chose qui arrive et qui va devenir encore plus important dans les années à venir, toute la partie développement durable. Et les réglementations vont commencer à vraiment devenir de plus en plus importantes. On le voit avec ce décret tertiaire qui est en train d'être mis dans différents pays à la sauce de chaque pays. On va avoir des réglementations extra-financières qui vont tomber pour l'ensemble des pays. Et l'Europe se veut comme un leader du sujet. Les États-Unis sont en train de se positionner là-dessus aussi, pour information. Donc, c'est vraiment un peu le futur de la réglementation, c'est l'ESG. Et il y a un cadre réglementaire et il y a un cadre financier avec des investisseurs qui sont de plus en plus préoccupés par ces enjeux et qui font que finalement, on va les devoir reporter à différents niveaux. Et ces niveaux-là, ça va être au niveau groupe, au niveau pays, au niveau d'un seul enjeu. Typiquement, le décret tertiaire, on ne va que parler de l'immobilier. Les autres indicateurs, on s'en fiche. Enfin, immobilier et énergie. Et alors que sur d'autres enjeux sur lesquels on va faire du reporting, ben là, on va totalement mettre de côté l'immobilier. Ça va beaucoup être plus du social, par exemple. Et finalement, on va avoir une multitude de données qui est souvent déjà existante ou qui est connue par vos collaborateurs. Et quand elle est connue par vos collaborateurs, c'est systématiquement à la maille du site, à la maille du magasin. Et c'est pour ça aujourd'hui que sur ces enjeux de reporting développement durable, il faut s'outiller d'une solution pour en fait pouvoir animer la collecte, s'assurer que ces collaborateurs en fait aient un outil user-friendly pour pouvoir rentrer cette information, qui soit relancé en temps et en heure pour permettre à la direction de suivre ceux qui n'auraient pas encore rempli les documents ou ceux sur lesquels on verrait des données qui sont rentrées qui sont incohérentes. Et finalement, en fait, les enjeux se multiplient, l'information va se multiplier et généralement, cette information, elle est à la maille du site. Et donc, du coup, il faut avoir un outil qui est capable d'aller multiplier en fait les angles des analyses avec le site comme la source de la donnée et ensuite différents périmètres en fonction de chacun des enjeux. Et donc, pour compléter, et déjà donner une petite précision, par exemple, sur le sujet du décret tertiaire, puisqu'il y avait aussi plutôt une question sur les réglementations qui s'appliquent à nous. Dans le cadre du décret tertiaire, en tant que locataire ou possesseur de boutique, vous êtes assujetti, en tout cas vos magasins sont assujettis. Et même lorsque le propriétaire, si vous n'êtes pas propriétaire,
doit déclarer les consommations des dernières années, choisir l'année de référence et mettre en place le plan d'action. Le locataire a un rôle à jouer puisque le locataire devra coopérer à cette démarche. Et donc, ce qu'on observe, c'est que c'est souvent assez facilité quand à la fois le propriétaire et les locataires sont déjà engagés. Donc ça, c'était pour compléter sur la partie réglementation. Et pour ce qui est de la dernière question, est-ce que le logiciel DeepKey Ready peut être alimenté par la plateforme commerçant responsable? Alors, c'est intéressant parce qu'on en parlait juste avant avec notre directeur commercial qui a bien cet enjeu en tête. Donc, apparemment, c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé ensemble et qui mériterait d'être étudié de plus près pour que ça puisse être développé. Je ne peux pas vous faire une réponse oui ou non. Je pense que la réponse est probablement oui dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut probablement développer le connecteur qui va bien et peut-être structurer la donnée en amont si jamais dans son format actuel, elle n'est pas exploitable. Mais bon, comme on le disait tout à l'heure, la capacité à aller chercher de la donnée à l'extérieur est quand même assez forte chez DeepKey. Et par exemple, là, sur le cas de Mercialis, la nature des données qui étaient collectées était quand même assez variée. C'est-à-dire qu'au-delà des données techniques relatives au site, il y avait par exemple des données RH qui étaient collectées. Donc, il y avait une interface avec le système RH de l'entreprise. Donc voilà, donc ça c'est une illustration du fait qu'on est capable de se connecter à d'autres plateformes. Donc, pas de réponse a priori, mais en fait c'est quelque chose qu'on fait et qu'on veut faire parce qu'en fait la vocation de DeepKey c'est d'être justement cet intégrateur, cette plateforme unique pour nos clients. Voilà. Et donc, oui, je pense qu'on sera amené à se connecter à la plateforme commerçant responsable. Et fondamentalement, aujourd'hui, c'est une question de mindset dans laquelle donc, notre entreprise se positionne. C'est-à-dire que, en fait, on est arrivé sur le milieu de l'énergie, sur la collecte de données énergétiques, à une époque où il n'y avait personne. On est venu avec cette solution-là de collecte, avec des robots qui vont sur les espaces fournisseurs pour aller chercher des factures. Aujourd'hui, c'est plus de 12 millions de factures collectées. C'est plus de 600, entre 600 et 700 000 compteurs différents sur lesquels on va chercher de l'énergie. Donc, en termes de données, c'est absolument énorme. Et en fait, c'est un état d'esprit aujourd'hui sur lesquels on se positionne, sur tous ces enjeux RSE, pour éviter une collecte manuelle qui parfois est nécessaire, mais souvent pas forcément, et pour aller finalement automatiser la collecte d'autres données, typiquement la plateforme commerçant responsable. Voilà. Effectivement, je pense qu'on pourrait voir pour développer des modules spécifiques pour compléter vos rapports RSE via DeepKey si vous êtes avec eux pour injecter de la data par rapport aux audits réalisés pour les commerçants, mais également pour les audits enseignes aussi responsables. Donc voilà, je pense que les deux canaux de données qu'on a via nos labels pourraient effectivement venir compléter le logiciel de DeepKey. Après, voilà, il faut voir comment interfacer ça et voir du coup, quelles données du coup intégrer dans le logiciel. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour DeepKey sur le reporting RSE ou alors des retours d'expérience que certains voudraient partager? Je ne sais pas si Valérie, chez Sephora, est-ce qu'il y a des choses particulières sur les reportings RSE que vous faites? Non, rien de bien particulier. Sur on remonte nos consommations globalement centralisées par le groupe LVMH. D'accord. Auquel nous reportons principalement. Voilà. Mais on est très en lien avec DeepKey en ce moment. Donc. Ok, super. Chez Vincent, chez Nespresso peut-être?
Oui, pardon, mon micro était coupé. Pas de souci. Oui, ben nous aujourd'hui, à l'heure actuelle, la collecte, elle fonctionne de la manière suivante, c'est qu'on a un contrat avec EDF, qui est une plateforme EDF Pro. Du coup, je suis en charge de la collecte de toutes les informations, de toutes nos consos énergétiques. Ok. Euh, Marion, chez Lacoste, est-ce que vous avez des contraintes peut-être particulières ou des retours d'expérience sur le sujet? Bonjour, bah oui, effectivement, nous, on est en pleine réflexion sur ce sujet d'aller collecter la donnée au niveau du retail, hein. C'est un peu le sujet brûlant du moment et pour l'instant, on tâtonne un petit peu à la recherche des différentes solutions et des arbitrages possibles entre voilà, qu'est-ce qui nous prend du temps et de l'énergie à déployer pour avoir à la fois des résultats immédiats et une solution qui, à long terme, est viable et nous demande le moins d'énergie possible. Donc, c'est un sujet qui est complètement brûlant chez nous. Ça marche. Camille, je crois que chez Chanel, comment ça se passe du coup chez vous? Bonjour. Chez nous, aujourd'hui, ce sont les marchés qui doivent saisir les informations manuellement dans une plateforme que l'on a, que ce soit Scope 1, Scope 2 et Scope 3. Donc c'est assez manuel, c'est chronophage. Et je pense qu'il y a la volonté du groupe, enfin de la maison, d'automatiser le plus possible à l'avenir, mais pour le moment, il n'y a pas de solution qui a été choisie. D'accord. C'est vrai que pour rebondir sur les deux points qui viennent d'être évoqués, effectivement, on a beaucoup parlé d'automatisation. Et donc, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que démarrer un projet où on vise un maximum d'automatisation avec la plateforme Deep-Ready, c'est un projet en soi. Donc, sur l'initialisation, ça nécessite beaucoup d'énergie. Ça nécessite aussi d'être fait de manière progressive. Si on a un parc avec plusieurs centaines d'actifs, on ne peut pas se dire que 2 mois après, on commencera à être automatisé sur l'ensemble. Mais par contre, une fois que c'est fait, effectivement, la charge de travail côté reporting est vraiment réduite. Et ça, c'est un retour qu'on a de tous nos clients, quel que soit leur métier. On a même un retour des clients utilisateurs, les facility managers, qui, grâce au système d'alerte de DeepKit, c'est pour citer un autre exemple, hein, parce qu'on n'est plus sur du reporting, qui détectent les anomalies, ont arrêté ou presque arrêté de faire des rondes sur leurs actifs et donc aussi se sont complètement réorganisés. Mais pour revenir à la partie reporting, oui, c'est un investissement de départ. Mais après, c'est une maintenance qui a quand même rien à voir avec le fait de faire tout manuellement. Et se faire accompagner par un prestataire qui a une vision, notamment sur une vision data, ça peut être intéressant. Typiquement, donc nous, on a un gros client. Un client qui donc essentiellement a des immeubles de bureaux. Donc, c'est une assurance. Et ils avaient un gros enjeu sur les trajets domicile-travail de leurs collaborateurs, sur les émissions de gaz à effet de serre des trajets domicile-travail. Et donc, avant, comment ils faisaient pour estimer ça chaque année? Ils envoyaient à l'ensemble des collaborateurs un questionnaire. Et du coup, ils avaient 2% de réponse. Et à partir de là, ils en faisaient des estimations au niveau groupe. Et nous, on a estimé que c'était pas, on leur a donné un conseil que ce n'était pas forcément le plus intelligent, enfin, qu'on pouvait espérer mieux aujourd'hui parce qu'on avait cette vision un peu donnée. Et typiquement, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a pris leur base de données dans laquelle ils ont des bureaux avec leur adresse. Et pour chaque bureau, on a pris l'ensemble des collaborateurs qui sont rattachés à chaque bâtiment. Donc, on a anonymisé la donnée, un nom, prénom, on ne sait pas qui habite à quelle adresse. Et avec des coordonnées GPS, on a fait matcher le temps de trajet entre le domicile des collaborateurs et chacun de leurs bureaux pour en fait arriver à une vision qui est plus réaliste des émissions de gaz à effet de serre, des trajets, domicile-travail des collaborateurs en fonction de la distance et en fonction des moyens qu'ils ont de venir finalement au bureau. Et ça, c'est un état d'esprit qui est lié en fait où aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens
de mettre de la data sur ces sujets un peu différents. Juste un dernier complément et peut-être le mot de la fin, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que l'accompagnement, en fait, c'est totalement dimensionnable chez Dipti, mais dans sa version minimaliste, le client souhaite être autonome et en fait a juste besoin de la plateforme et il sait l'utiliser et il souhaite l'utiliser seul. Mais dans une version maximaliste de l'accompagnement, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'équipe de conseil de Dipti, dont je fais partie, d'une part, a vocation à animer la démarche de mise en place de la plateforme, collecte de la donnée et surtout mobilisation des parties prenantes, parce qu'en fait, rien ne se fait sans notamment les property managers et les locataires. Et donc, nous, on a quand même un certain nombre de processus, de routines, de moyens de communication qui permettent à ces gens-là d'être mobilisés. Et par ailleurs, on est des experts de la RSE, de l'ESG. C'est-à-dire qu'on est une équipe où il y a des compétences assez poussées sur les différentes manières de faire du reporting, les différents référentiels standards qui existent. Et au-delà de s'y conformer, c'est aussi vous suggérer des manières de faire, vous faire profiter de ce qu'on peut faire avec d'autres clients en termes de stratégie de reporting ou d'action. Et typiquement, l'objectif, c'est que vous ne vous limitiez pas au reporting. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez vos données de consommation d'énergie, d'eau et d'autres données pour, au final, déterminer votre empreinte carbone, sachez que, par exemple, Dipti accompagne ses clients sur la définition d'une trajectoire carbone. Donc, on trace ensemble la trajectoire, on décide des actions, enfin, on vous aide à décider des actions qui sont à mettre en place pour la tenir. Donc voilà, en fait, l'accompagnement va jusque-là et on pourrait largement développer sur ces sujets. Mais en tout cas, il faut bien retenir que Dipti n'est pas seulement une plateforme, c'est aussi une société de conseil. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point très différenciant. Voilà. Et Sophie nous a posé une question dans le chat relative au magasin franchisé. Et si est-ce que avoir un réseau, oui, c'est bon maintenant, un réseau de franchisés est un frein au déploiement de ce type de solution. Pour vous donner du contexte, aujourd'hui, sur les grands de la distribution qui sont beaucoup en franchisé, on va parler de Leclerc, typiquement, de U, franchisé, etc. Mais sur les grands de la distribution se positionnent sur le réseau de franchisés sur ces sujets-là de collecte. Et la question, c'est finalement de mettre le curseur au bon endroit sur ce qu'on va demander à son franchisé pour l'accompagner souvent sur des enjeux réglementaires. Typiquement, c'est juste un exemple, mais moi, je discute avec des prospects sur lesquels le décret tertiaire, c'est une option pour accompagner son franchisé sur la mise en conformité à une réglementation. Et c'est un enjeu parce que si mon franchisé ne respecte pas la réglementation, c'est mon logo qui est affecté. Donc, et de manière très concrète, effectivement, là, on est sur un enjeu de parties prenantes qu'il faut réussir à mobiliser. Donc, l'idéal, c'est que ça puisse faire partie de leurs obligations que de collaborer à la collecte de données qui vous intéressent. Mais par ailleurs, voilà, comme je le disais, l'accompagnement en management de projet fait partie de ce que Dipti fait, et notamment l'organisation de sessions de sensibilisation, de formation, d'explication de ce qui est attendu des différentes parties prenantes. Ça fait partie des choses qu'on fait. Oui, totalement. Et c'est plus les enjeux réglementaires qui vont être trustés, le fait qu'on arrive à inclure les franchisés dans cette démarche-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être qui veulent répondre, qui ont été confrontées à cette problématique de collecte des données chez leurs franchisés ? Alors, okay.
Benjamin, est-ce que vous aviez d'autres sujets que… Alors, on ne peut pas. Est-ce que vous aviez d'autres sujets? Alors, nous, on peut vous proposer de vous faire une démonstration de ce qu'on a fait, de plateforme. On n'a pas fait de démo ce matin. Est-ce qu'on a encore du temps? Oui, oui, on a encore du temps, il n'y a pas de souci. Donc, Ok. si ça vous intéresse, effectivement, vous pouvez faire une démonstration. Qu'on puisse un peu vous montrer de quoi on parle. L'outil. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous partager mon écran pour aller sur hop, la vision de la plateforme Mercialis. Donc, on est sur une démo. Hop. Donc là, je suis sur la plateforme DeepKey. Donc, on est sur mon Google Chrome ici. Et donc, c'est une plateforme en mode SaaS. Ça veut dire que je peux me connecter depuis n'importe où. Et je n'ai pas de maintenance de logiciel à voir. C'est toujours à jour. J'ai des montées de version au fil de l'eau. Et je n'ai pas à l'installer sur un PC. Donc ça, toute la partie un peu technique, on l'évite. Donc là, on est sur un environnement démo. Et donc, typiquement, ici, vous allez avoir accès, en fait, à… Alors, pardon. Vous allez avoir accès, du coup, au livrable qu'on a fait qu'on a livré à Mercialis. Et les données sont fausses, c'est-à-dire qu'on les a randomisées pour qu'elles ne soient pas forcément, pour qu'elles soient pas lisibles. Donc, aujourd'hui, chez Mercialis, parce qu'on vous a présenté tout à l'heure, donc on va avoir en fait du coup ce dashboard global de suivi sur l'ensemble des informations qu'on veut suivre. Donc on va avoir typiquement les enjeux environnementaux, eau, élec, gaz, autres types d'énergie ou de déchets. J'ai une petite question, j'en profite d'être avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, vous, au Club Génération Responsable, des enjeux sur les déchets, et notamment avec l'arrivée d'une plateforme qui s'appelle Track Déchets, qui demande de suivre les déchets dangereux? Oui, tout à fait. On a ce sujet-là. Alors, pas pour tous les secteurs, parce que tout le monde n'a pas de déchets dangereux à gérer. Mais on a déjà abordé ça sur d'autres ateliers avec notre partenaire Ubensi notamment, qui est un intégrateur de gestion justement de collecte des déchets. Typiquement, nous, on analyse ce sujet. Donc, Track Déchets va être une plateforme qui va être déployée en 2022 par l'État sur laquelle on va déclarer ces déchets dangereux. Et nous, ce qu'on imagine à terme, c'est que l'ensemble des informations sur les déchets devront être posées sur cette plateforme. On parle sur plusieurs années. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont mis le pied dans ce sujet-là sur les déchets dangereux. Et on imagine très bien que les déchets deviennent au fil de l'eau, en fait, au fil de l'eau, ou à mesure que les fournisseurs de déchets montent en compétence sur la remontée de données sur les déchets collectés, qu'il y ait une obligation de reporting sur ces déchets. Donc, on est sur ce tableau de bord ici. Donc, au niveau en fait, global, un groupe, sur lequel on a l'ensemble de ces indicateurs environnementaux. On parle de CO2, on parle d'environnement, on parle de sujets un peu plus sur la contribution socio-économique, c'est une moyenne, et le nombre d'actions RSE menées. Et enfin, sur finalement un classement des magasins entre eux. Et là, quand on parle d'animation, c'est assez utile, puisqu'en fait, on va classer les magasins sur des aspects énergétiques, sur une contribution économique qui est un indicateur important pour Mercialis, et enfin sur un classement RSE. En sachant qu'ici, on a les meilleurs, et ici, on a les moins bons, ceux qu'on veut viser pour aller justement donc remonter le niveau de ce qui est attendu. Là, vous avez une vision d'un point de vue carte. Vous avez donc l'ensemble de vos sites. Ici, on est vraiment sur une vision globale qui n'est pas forcément, vouée à aller très loin. En revanche, l'intérêt, c'est qu'on peut aussi les voir sur un certain nombre d'indicateurs. Et enfin, donc là, vous pouvez voir ici qu'à gauche, vous avez toutes les fonctionnalités.
avec différents exports. Ça, c'est assez important pour pouvoir justement aller reporter à tous les niveaux qu'on souhaite. Et on va avoir une vision au niveau de l'actif. Alors, je vais revenir sur la carte. Donc, je suis sur ma carte, je prends un actif, je vais prendre celui de Paris, par exemple, Paris-Masséna. Et sur ce site-là, on va voir que je vais avoir du coup de l'information patrimoniale ici. Donc, c'est mon site, j'ai tel nom de bâtiment, telle région, adresse, etc. C'est la donnée qui va permettre d'analyser un certain nombre de choses qui ensuite va être liées à des aspects plutôt. Donc, ici, on collecte des compteurs sur des enjeux énergétiques et déchets et eau. Donc, ici, on a 2 compteurs d'électricité, on a de la chaleur urbaine, un qui a été enlevé, un qui est toujours à jour, de l'eau sur les parties communes et de la partie déchets pour faire un suivi des déchets. Et l'ensemble de ces indicateurs se centralisent ici sur ma consommation d'énergie par mètre carré, émissions de gaz à effet de serre, eau, déchets et d'autres indicateurs comme des notes à des audits de sécurité et sur d'autres échelles, et là des aspects plus socio-environnementaux, le nombre d'associations accueillies et la contribution socio-économique. Et ça, typiquement, ces informations-là, elles sont issues de questionnaires, c'est-à-dire un autre moyen d'entrer de la donnée. Ces questionnaires, hop là. Alors. Donc, c'est disponible ici, c'est-à-dire qu'on on est sur du reporting. On va retourner sur mon site de Masséna. Ah, pardon, excusez-moi. Un reporting annuel. Voilà, c'est ici. OK, donc on repart sur. Donc on prend un site, Masséna. Est-ce que je l'ai ici? Non, il doit s'appeler Paris. On en prend un autre. Et donc, on voit que sur ce site qui est à Marseille, donc, on va avoir finalement donc, différents niveaux de validation. Donc, c'est-à-dire qu'ici, notre collaborateur qui s'appelle Bernard va devoir rentrer de l'information sur son reporting extra-financier annuel. Donc, il a un premier niveau d'analyse où il va devoir en fait répondre à un questionnaire lié à l'énergie, à l'eau, à l'analyse des consommations, à la biodiversité. Et il va remplir différents niveaux d'information. Ça, c'est totalement personnalisable. Et est-ce que mon centre est équipé d'une GTC? Oui ou non? Et finalement, sur donc, différents sujets qui sont extrêmement différents, biodiversité, par exemple, on va aller sur est-ce que j'ai des espaces verts? Si oui, alors est-ce qu'on peut remplir ce genre d'informations sur différents sujets? Typiquement, Truffaut, par exemple. Donc, Truffaut, c'est des jardineries, souvent dans les zones urbaines. Et Truffaut, un de leurs enjeux importants, c'est d'accueillir des enfants ou des adultes d'ailleurs dans les jardineries sur des ateliers thématiques liés à la biodiversité et en fait à différents sujets liés tout simplement à la nature chez Truffaut, dans une logique assez éducative et pédagogique. Et c'est quelque chose que mesure Truffaut via ces indicateurs et ces formulaires pour ensuite avoir une vision assez claire de combien de personnes j'ai accueillies, combien de personnes est-ce que j'ai accueillies chez Truffaut cette année, dans chacun de ces Truffauts, et pouvoir comparer entre eux chacun des magasins. Voilà, et donc du coup, en fait, on peut voir qu'il y a différents types de reporting. Et donc, si je reprends mon site de Marseille, pour le même, on peut voir qu'il y a différents enjeux de reporting ici, alors qu'apparemment, là, on a un sujet sur le fait que ça n'a pas encore été rempli. Ça, c'est un sujet, et sur lequel, en fait, les interlocuteurs vont devoir en fait remplir un certain nombre de questions sur ces enjeux-là. Et ce qui est intéressant, si on vient voir sur le reporting de Marseille, c'est qu'en fait, il y a toute la notion d'animation apparaît ici, puisqu'en fait, donc ici, vous avez donc Bernard qui, dans son cas, est la personne en charge de remplir ces données-là et valider. Alors, donc c'est la même personne. En revanche, au niveau 2, au-dessus de lui, son reporting doit être validé par une autre personne. Ce monsieur s'appelle Philippe Jonzic. Et Philippe Jonzic, pour le détail, en fait, il travaille pas chez Mercialys, il travaille chez Sudeco. Et Sudeco, c'est le property manager de Mercialys. Et donc, en fait,
Mercialis a inclus dans l'ensemble de sa démarche de validation son property manager pour s'assurer d'un suivi de la collecte sur ces sujets-là, et notamment que le property manager suit en fait les enjeux environnementaux, et c'est un interlocuteur assez incontournable pour DeepKey. Et donc, on voit que rien qu'à travers ici, à travers cet audit de validation, que en fait, ils ont différentes parties prenantes, pas forcément internes à l'entreprise, sont inclus. Voilà. Et pour vous donner une autre vision, finalement, donc sur des suites déchets, par exemple, ou autres, ou sur de la RSE. Donc, on est toujours sur nos plateformes de test. Et là, c'est chez Clépierre, donc un fournisseur, donc c'est les centres commerciaux, sûrement vos propriétaires sur quelques sites, et sur lesquels on va suivre du coup les mêmes grandes thématiques, sur lesquelles on a vu avec eux un autre sujet du coup d'animation de la démarche, c'est-à-dire qu'on attribue une note à chaque magasin sur des thématiques comme la médiane énergie, c'est-à-dire combien d'euros ils payent par mètre carré, par exemple. Et on compare chaque magasin sur l'ensemble des indicateurs environnementaux par rapport à une médiane groupe. Et finalement, ici, alors c'est assez précis, hein, ce n'est pas forcément lisible dans une démo comme ça, mais c'est un indicateur qui est suivi par les équipes Clépierre pour aller systématiquement comparer chaque site aux autres et aller toujours dans cette démarche d'animation qui va permettre d'aller valoriser des sites ou de demander à des sites de se valoriser par rapport aux autres et d'aller augmenter leurs notes. Et donc, typiquement, ici, on va avoir une vision du reporting en fonction de leurs enjeux, c'est-à-dire au niveau des territoires, des pays et des centres commerciaux, parce qu'on accompagne Clépierre dans 15 pays en Europe, et sur des thématiques qui vont être typiquement l'énergie, les déchets et l'eau. Et on voit par exemple que sur les déchets, donc on travaille avec Clépierre depuis maintenant donc des années, et sur lesquels on va voir en fait des indicateurs on va suivre en fait ces indicateurs déchets sur son total de déchets recyclés, réutilisés, compostés, dangereux, autres, ceux qui partent à la décharge. Et on peut voir, en fait, on peut totalement suivre à la maille mensuelle ces informations-là. Donc là, on est sur plusieurs années. Mais si on ne prend que sur une seule année, on a une vision mensualisée de l'ensemble de ces indicateurs-là. Et donc, en déchets totaux, en tonnes, et aussi en combien ça nous coûte sur chacun des enjeux. Donc voilà. Donc ça, c'est typiquement un autre exemple hein, de ce qu'on fait, chez Clépierre. Et enfin, si on veut partir sur une plateforme un peu plus standard pour des retailers que vous avez peut-être déjà vu, on est du coup sur une plateforme qui va être liée, donc typiquement pour des entreprises dans le retail, qui va permettre, au-delà de la RSE, de passer à la phase action. Sur la phase action, l'idée, c'est premièrement d'aller centraliser la donnée. Ça, c'est le premier point, hein, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire, on en a déjà parlé, hein, énergie, autre. Et ensuite, d'aller pouvoir finalement mettre en place des actions là-dessus. Il y a deux types d'actions, moi, à mon avis. Il y a premièrement l'action de prioriser les sites sur lesquels je vais aller mettre en place des actions. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une vision claire de quel site est énergivore et quel site ne l'est pas. Et donc là-dessus, on a mis en place en fait tout un outil de comparaison sur différents sujets. Et donc typiquement ici, on est sur ce qu'on appelle des box plots. On va prendre par exemple sa consommation totale d'énergie par mètre carré, qu'on peut prendre en électricité par exemple. Et on trie ces magasins par typologie, c'est-à-dire c'est des magasins qui sont comparables, des supermarchés, des stores, et on va prendre une année récente, en 2019. Et finalement, on peut voir que sur cet indicateur-là, on va avoir certains sites sur lesquels on va aller prioriser des actions. Donc typiquement, on a des magasins qui sortent de la moyenne sur certains sites. Et l'idée, c'est de multiplier du coup les angles d'analyse sur, par exemple, consommation totale d'énergie, où on va voir qu'il y a des sites qui explosent leur consommation par rapport à d'autres.
Et typiquement, alors j'ai oublié de le dire, un site, c'est un point, hein. Et typiquement ici, j'ai un supermarché à Reims qui est extrêmement énergivore par rapport aux autres supermarchés et sur lesquels moi, ça peut être typiquement un des gros consommateurs sur lesquels il faut que j'aille concentrer mes efforts pour aller avoir de vraies informations et de vraies économies d'énergie. Et ensuite, sur la partie finalement haute, c'est-à-dire comment je détecte des économies d'énergie et comment je peux me permettre d'aller faire des économies d'énergie sur mon site, ça, c'est grâce à une vision extrêmement précise des consommations d'un site. Donc, ça, nous, on le permet aujourd'hui grâce à de la remontée d'informations qui va être liée à deux choses, qui va être liée à mes factures et qui va être liée à mes compteurs d'énergie. Donc ici, on est sur un supermarché, on est sur le supermarché de Reims, on est sur la fiche site du supermarché de Reims. On va avoir de l'information qui va être bâtimentaire sur ce supermarché et on va y collecter aujourd'hui de la donnée que pure énergie, élec et gaz, sur ce site-là. On voit ici qu'on a un certain nombre d'indicateurs. On voit ici qu'on a mis en place des actions sur ce site. Et ici, on a une vision des consommations du site mensuelle. Donc ça, c'est un premier niveau d'information. Et typiquement, c'est la source de la donnée où ici, en fait, chaque consommation, il y a une facture. Et pour aller prendre des décisions, notamment sur des alertes et des dérives de consommation, on vient se connecter à un compteur. Dans ce cas-là, c'est un compteur Enedis. Dans ce cas-là. En revanche, ça peut totalement exister qu'il y ait des GTB sur site auxquels on soit connecté ou d'autres types de comptage. Et l'intérêt de ce comptage, c'est qu'il va permettre de déclencher des alertes parce qu'en fait, on a une courbe de charge d'électricité, c'est-à-dire on a une courbe ici. Hop là. Ici, vous pouvez voir que donc, sur mon compteur d'électricité de mon site, j'ai une courbe d'électricité avec donc, une consommation qui monte et qui descend. Donc, ici, on a un pas de temps par jour, c'est-à-dire que par jour, à chaque fois que je bouge ma souris, c'est-à-dire que la nuit, ça s'éteint et le jour, ça remonte. Et là, on a vraiment une consommation qui va être mensuelle. Non, pardon, excusez-moi, quotidienne. Et l'intérêt, finalement, de ce sujet-là, pour aller prendre des décisions, c'est typiquement donc en fait de nous détecter automatiquement des alertes, c'est ce qu'on fait. Donc on analyse en fait le profil de consommation des 100 derniers jours du bâtiment et si on détecte des anomalies, et bien à ce moment-là, il y a un sujet et on détecte donc une alerte sur lesquelles en fait on va vous pousser une notification pour vous dire attention, il y a une alerte. Une alerte, ce n'est pas forcément très grave si elle arrive une fois de temps en temps. C'est-à-dire que ça peut arriver que le magasin reste allumé une nuit, ce n'est pas forcément catastrophique. En revanche, quand on a plusieurs alertes d'affilée, là, il y a un sujet sur l'équipement. Donc là, j'ai choisi un bâtiment à Oxford qui a particulièrement beaucoup d'alertes. Et on peut voir typiquement qu'au mois, là, ici, d'août 2021, on en a eu toute une série qui sont suivies. Et donc, si là, je trie par alerte, on peut voir qu'en fait, donc là, tout au long du mois de juillet, 23, 27, 28, 29 juillet, 30 juillet, 31, 6 août, 13 août, on a eu en fait donc, des alertes de dérive de talon. Une dérive de talon, c'est que, donc ici, j'en ai sélectionné une alerte en particulier. Donc là, il me la montre. Et c'est que j'ai une surconsommation la nuit en général. C'est-à-dire que quand ma consommation baisse la nuit, normalement, elle baisse beaucoup plus bas. Et pendant cette semaine entière-là, j'ai eu des surconsommations. Et là, ça peut valoir le coup. Vous avez un équipement qui a dû se dérégler, une GTB qui s'est mis à arrêter d'éteindre la lumière la nuit, par exemple. Et ça, en fait, ça permet d'aller détecter extrêmement rapidement des alertes qui, sur le long terme, en fait, vont pouvoir générer plusieurs milliers d'euros de dépenses d'énergie et faire augmenter votre facture et vos consommations. Tout ça pour rien. Et donc, finalement, on a tout ce module d'énergie management qui est extrêmement utile, qui vient en fait s'additionner à la partie collecte de l'énergie, centralisation de la donnée. Et donc, on a aussi, donc une fois qu'on a fait ça, par exemple, je vois qu'il y a plusieurs dérives de talons. Et si je retourne sur mon site, je vais pouvoir en fait aller faire des analyses. Donc, je prends mon site d'Oxford, par exemple. Hop là, pardon.
Et encore une fois, si donc on va prendre mon électricité et qu'on va regarder ma carte de chaleur. Le sujet, c'est d'essayer d'arriver à détecter. Typiquement, donc, ici, on va retrouver notre courbe de charge d'électricité qu'on voyait tout à l'heure. Et vous avez ici une carte de chaleur. La carte de chaleur, c'est la vision des consommations en fonction des heures de la journée. Et typiquement, on est un magasin où, normalement, plus c'est bleu, plus je consomme. Et sur un supermarché, on va avoir une consommation qui commence à 5-6 heures du matin et qui s'arrête en fin de journée, et la nuit, quelque chose de très faible. Et typiquement, sur ce compteur-là, et sur ce supermarché-là, sur ce qu'on voit, c'est qu'on a une grosse montée de puissance dans la matinée en général, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, et en fin de journée, et qu'il ne se passe pas grand-chose en milieu de journée. Et typiquement, ça, c'est ce qu'on voit sur un magasin qui va être extrêmement mal réglé et qui a un comportement qui est complètement différent de celui d'un magasin normal, dans le sens où, si je vais vous comparer avec si je comparais avec celui de Reims, on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus, qui monterait en puissance en bleu au milieu de la journée et qui redescendrait au fil de l'eau, et pas avec un creux au milieu de la journée. Et donc voilà. Il y a une petite question dans le chat, si tu peux y répondre. Alors, en plus de signaler les alertes, vous suivez les entreprises dans la mise en place d'initiatives pour réduire leur consommation des sites les plus énergivores. Alors oui. Il y en a deux choses. Donc, premièrement, en fait, on aide les entreprises sur beaucoup de sujets. On va, les aider sur la collecte, ce qui peut être un sujet numéro 1, de la collecte et du reporting. 2, sur aller réduire leur consommation d'énergie. Donc, grâce à ces outils de visualisation-là et de comparaison, mais aussi grâce aux alertes. Et donc là, c'est une idée, c'est on laisse notre client libre d'utiliser la plateforme. Typiquement, on travaille avec H&M et H&M, ils ont une personne à temps plein qui utilise notamment DeepKey tous les jours pour lire ces courbes de charge. Tout le monde n'est pas capable de lire, de comprendre ce qui se passe là derrière. Les energy managers sont capables et donc H&M a cette compétence en interne. Et nous, on va venir accompagner nos clients en energy management pour aller chercher des économies d'énergie. Donc, on a une équipe qui est dédiée à ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on a fait avec Kiloutou, notamment, pendant de nombreuses années, pour aller chercher, ça s'est traduit par plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économies d'énergie. Et l'idée, c'est en fait de faire le grand ménage. Donc, le grand ménage, déjà, c'est, vous serez étonné du nombre de contrats que vous avez, que souvent nos clients ont oublié de fermer, c'est-à-dire que le site a fermé, mais le contrat court toujours, c'est-à-dire que c'est des contrats clandestins où vous payez l'énergie pour quelqu'un d'autre. Donc déjà, ça vient affecter la facture. Ensuite, il y a des contrats effectivement qui sont rattachés à aucun bâtiment, ça on ne comprend pas trop non plus pourquoi. Et enfin, sur la partie energy management, les energy managers arrivent avec du coup des compétences pour en fait, ils connaissent du coup le fonctionnement de vos sites, parce qu'on aura fait 1 ou 2 audits sur site pour comprendre le fonctionnement d'un site. Les energy managers de DeepKey. Ouais, de DeepKey. Et là, c'est vous accompagner sur en fait une thématique où chaque trimestre, on analyse un certain nombre de sites et on fait des recommandations d'actions d'économie d'énergie. Alors, ça va soit du changement de petits équipements ou de la régulation de certains équipements parce qu'on détecte qu'un équipement est mal branché ou enfin, mal calibré, ou alors changer carrément un certain nombre de choses. Et enfin, sur d'autres enjeux, ça va être le décret tertiaire notamment, ça va être la trajectoire carbone, ça va être l'ISO 50001. L'ISO 50001, c'est un standard d'efficacité énergétique pour en fait mettre en place de manière régulière des actions d'économie d'énergie. Là-dessus, on a tout un accompagnement qui est dédié avec donc des personnes chez nous qui sont capables de vous accompagner sur ces différents enjeux. Du coup, ISO 50001, décret tertiaire trajectoire carbone, par exemple. Et enfin, si demain, il y aura peut-être besoin, par exemple dans le cadre du décret tertiaire, si demain il y a besoin d'aller faire des audits, donc on a des partenaires sur ces enjeux-là. On travaille beaucoup avec des partenaires. La question s'était posée à une époque, donc de faire nous-mêmes les audits.
La réponse, donc dans les faits, on a toutes les accréditations qu'il faut pour faire des audits énergétiques. En revanche, il y a un choix qui a été fait par la direction de se dire aujourd'hui, on va se concentrer sur la plateforme logicielle, dans le sens où c'est déjà bien de faire ce métier-là, de bien le faire, et finalement d'accompagner nos clients sur quelque chose qui est fiable, qui se met en place rapidement, qui est évolutif, parce qu'un parc, ça bouge. Et en fait, il y a quand même derrière cette plateforme que je vous montre, hein, énormément de technologie et de maintenance. Et on a décidé de se concentrer là-dessus pour faire bien ce qu'on fait et le faire très bien. Et ensuite, aller accompagner des clients à l'international sur laquelle il va y avoir énormément d'enjeux parce que c'est complexe. Et sur la partie audit, aller faire des économies d'énergie. On travaille avec des partenaires et la plateforme est pensée pour être ouverte à d'autres parties prenantes. Typiquement, tout à l'heure, quand je vous ai montré dans un des formulaires RSE, il y avait un property manager qui était valideur. Donc, ce n'était même pas une personne de l'entreprise chez Mercialis qui était valideur, c'était son property manager, donc une autre entreprise. Ou encore, sur cette partie typiquement action, quelles actions je vais mettre en place dans mon bâtiment, on ouvre un module, une fonctionnalité liée à des plans d'action sur lesquels, en fait, on va ajouter en masse des actions réalisées, soit par des mainteneurs chez vous, hein, votre département de travaux maintenance, soit des recommandations d'un bureau d'études externe qui va vous donner du coup une liste d'actions à faire, tarifées avec un coût, des économies potentielles et des réductions potentielles d'économies d'énergie. Et ça, on les rentre dans le logiciel, typiquement pour les suivre, pour vous permettre d'avoir, de suivre combien ça vous a coûté, combien vous avez réalisé d'actions en cours, combien ça vous a. Non, c'est économie d'énergie réalisée ici. Et ça va prendre du sens au fil de l'eau aussi pour le décret tertiaire, puisque l'ensemble de ces actions-là vont nous permettre, nous à terme, aussi de vous permettre, nos clients assujettis et concernés par le décret tertiaire, d'aller en fait piloter la bonne réduction de leur consommation par rapport à un objectif décret tertiaire en 2030. Okay. Je suis désolé, Lancelot, on va devoir conclure l'atelier. Ben, écoutez, Benjamin, merci beaucoup, vous avez bien fait d'intervenir. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait peut-être une dernière question ou, voilà, ou si c'était bon pour tout le monde. Ok, il y a quelqu'un qui pose une dernière question. Comment procédez-vous pour la fermeture des contrats clandestins? Le sujet numéro 1, c'est de les identifier. Et, donc, c'est-à-dire que d'identifier des compteurs qui seraient rattachés à aucun bâtiment. Ça, c'est vraiment le sujet numéro 1. Comment on fait un mapping compteur bâtiment chez Deepkey? On prend votre liste bâtimentaire. Chaque liste bâtimentaire a une coordonnée GPS. Ça, c'est d'un côté. On prend votre liste compteur qui est chez votre fournisseur d'énergie. Chaque compteur, donc sur la facture, on va lire son adresse ou ses coordonnées GPS. Donc, on va avoir des bâtiments qui ont une coordonnée GPS, des compteurs qui ont une coordonnée GPS, et on va les matcher. Et ça va nous permettre de dire, voilà, tel compteur est associé à tel bâtiment parce qu'il est à moins de 4 mètres en coordonnées GPS. Et ça, c'est la manière qu'on utilise pour en fait faire le matching compteur bâtiment. Et là, à ce moment-là, on va détecter soit 2 ou 3 compteurs par bâtiment, ce qui est problématique. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont trop. Soit on va détecter des compteurs au milieu de nulle part sur lesquels vous n'avez aucun bâtiment. Et à ce moment-là, on va permettre aussi d'identifier des compteurs qui seraient rattachés à aucun site. Et après, pour la fermeture, il faut aller contacter votre fournisseur d'énergie pour demander de fermer ces compteurs-là. Super. Parfait. Et merci beaucoup pour votre présentation, pour vos réponses qui étaient très claires. Pour la suite, du coup, nous, on a donc la suite de cet atelier, plus spécifiquement sur les ODD, donc le 23 novembre. Le 9 novembre aussi, on a un atelier sur le réemploi et l'allongement de la durée de vie. Début décembre, on a également du coup un atelier sur la location, la mise en place de la location. Donc voilà, et le 18 novembre surtout, on a un Green Day toute la matinée pour parler point de vente circulaire. Voilà, avec des intervenants comme
la Fédération des entreprises de la beauté, Refashion et la FEVAD également qui interviendront. Donc voilà, donc, merci beaucoup pour tous ces éléments. Et puis pour compléter aussi, nous on travaille avec le ministère de l'économie, et notamment Olivia Grégoire, sur la plateforme Impact, qui également a pour objectif de collecter un certain nombre d'indicateurs extra-financiers pour que les entreprises puissent communiquer en toute transparence sur leurs engagements. Et bien sûr, ça servira aussi de travaux pour influencer ensuite au niveau de l'Europe les indicateurs qui seront obligatoires dans les prochaines années. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un peu les travaux de la plateforme Impact sur ce sujet. Et je suis bien sûr à votre disposition pour toute autre question. Voilà, je ne sais pas si Dipti, vous aviez un mot de conclusion ou si c'est bon pour vous. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Et donc nous, on reste à disposition pour échanger sur ces enjeux finalement de RSE qui, si vous n'êtes pas encore équipé aujourd'hui de reporting extra-financier, ce n'est pas encore un sujet chez vous. Ça va le devenir au fil de l'eau, puisqu'en fait, c'est un sujet qui va devenir extrêmement important dans les années à venir, autant d'un point de vue réglementation que d'un point de vue investisseur. Tout à fait. Parfait. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.